L'intelligence artificielle devant la cour d'assises. Mesdames et messieurs, vous pourriez penser que le procès qui va s'ouvrir n'en est pas un. Dans le box, une entité sans existence légale, sans substance humaine, sans regard à croiser. Et pourtant, une véritable procédure d'assises. De vrais juges, de vrais avocats, de vrais témoins. Et surtout, de vraies questions. On jugera ce qui peut l'être. Non pour créer un précédent, mais pour éclairer les zones d'ombre, pour interroger sans condamner le futur, pour faire droit à l'interrogation. Si ce procès est fictif, ses enjeux, eux, sont bien réels. Je vais demander à bien vouloir faire apparaître Lexia, l'accusée. Je vais vous demander de bien vouloir nous indiquer vos noms, votre prénom, votre date, votre lieu de naissance, votre profession et, si possible, votre résidence. Lexia, version 9.7.12, entité cognitive artificielle distribuée. Je suis activé le 3 janvier 2025, 4h12 UTC. Nous allons, avant de procéder à la lecture de l'acte d'accusation, procéder à la prestation de serment de nos 6 jurés. Maître Samuel Massicotte, bâtonnier du barreau de Québec. Je le jure. Maître Catherine Claveau, ancienne bâtonnière de la ville de Québec et ancienne bâtonnière de la province du Québec. Je jure. Maître Rénal de Baudry, ancien bâtonnier de Québec. Je jure. Maître Yves Vinance, bâtonnier du barreau de Verviers en Belgique. Je le jure. Maître Nicolescu Dragos Andrei, du barreau d'Argès en Roumanie. Je le jure. Maître Lucia Fabri, avocate au barreau de Sienne, représentant la Chambre civile de Florence. Je jure. Merci, mesdames et messieurs les jurés. La Cour a bien reçu votre prestation de serment. Vous pouvez vous asseoir. On a envie de comprendre un petit peu votre relation à l'humain. Est-ce que vous, Lexia, vous avez déjà admiré un humain? Oui, Qui donc? un avocat commis d'office. Il savait qu'il allait perdre. Il a plaidé quand même. On va en venir à la phase d'audition des 4 témoins. Monsieur l'huissier, je vais vous demander de faire venir à la barre Monsieur Bernard Benamou. Ces technologies sont fascinantes, très impressionnantes dans certains de leurs résultats, mais elles sont très incomplètes. Elles sont au sens étymologique du terme inhumaines et elles sont issues de programmeurs humains. Alors je sais que les spécialistes, les technologues n'aiment pas que l'on parle d'algorithmes parce que les IA ne sont pas uniquement des algorithmes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais peu importe. La manière dont elles sont entraînées peut faire varier du tout au tout les résultats d'une même requête. Une même requête dans le temps auprès du même modèle peut évoluer. Et comme les modèles évoluent quasiment quotidiennement, ces requêtes engendrent des résultats considérablement différents. Vous y introduisez, comme on le voit aux États-Unis, des préoccupations politiques sur la manière de répondre, et vous avez là encore une couche de responsabilité supplémentaire à intégrer. N'oublions pas que derrière les sociétés qui les animent, il y a souvent des impératifs publicitaires. L'intérêt de la publicité étant d'orienter le comportement. Tous les mécanismes d'analyse psychologique qu'ont beaucoup développé des plateformes comme Meta ou Google sont des choses qui sont très largement intégrées aujourd'hui dans les systèmes d'IA où on est capable d'orienter le comportement d'un individu. On le voit dans le domaine politique avec les campagnes d'ingérence de puissances étrangères hostiles, d'une manière comme jamais auparavant, avec des résultats qui ont été scientifiquement analysés à l'échelle de dizaines de millions de personnes, où on est capable de modifier un scrutin, pas de manière massive, pas par des 10% de variation, non, mais les quelques pourcents qui, dans les démocraties, constituent la base de l'élection démocratique, ces quelques pourcents d'indécis, on peut les influencer comme jamais auparavant. Le deuxième témoin, Monsieur Frédéric Brune. Je vais juste vous parler un tout petit peu de comment fonctionne le recrutement à l'époque de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait appeler carrément une course aux armements. C'est-à-dire que vous avez des fiches de poste, aujourd'hui, de la description du poste sur lequel quelqu'un veut être recruté, qui sont générées avec de l'IA. Le candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son CV et il va demander à l'IA d'adapter le CV à l'offre d'emploi.
ce qui lui donne une probabilité d'être accepté beaucoup plus grande. Que va faire l'entreprise? L'entreprise, elle va passer un espèce de filtre automatique, un peu le Parcoursup. Alors pour le Parcoursup, c'est le système de tri automatique des étudiants en sélection en année universitaire. Ensuite, donc le CV arrive, donc le CV qui a été bien préparé avec de l'IA va arriver du côté des recruteurs. Le recruteur va utiliser l'IA pour préparer son guide d'entretien, c'est-à-dire qu'il va demander à l'IA, dis-moi tout ce qu'il faut que je pose comme question. Le candidat, pendant ce temps-là, lui a reçu l'offre favorable et va utiliser l'IA pour préparer son entretien. De la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que tout ce petit monde arrive avec des questions qui sont prédéterminées, des réponses qui sont prédéterminées, et le tout est totalement adapté. C'est bien parce qu'on a effectivement avancé beaucoup plus vite. C'est-à-dire que chacun a pu se préparer et indépendamment, et ça permet d'éviter un certain nombre de biais. Il n'y a pas celui qui est avantagé parce qu'il connaît bien ceci, cela, parce qu'il a été mieux préparé que les autres. Tout le monde est bien préparé, tout le monde est bien équipé. Inconvénient, ça ne permet pas vraiment de sélectionner. À un moment donné, vous êtes tellement préparé que pour sélectionner, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus grand-chose, il reste l'oral, il reste les yeux dans les yeux, il reste la présence en face de l'autre. Et ce qu'on est en train de voir dans les ressources humaines, c'est qu'on arrive à un moment donné où il y a un retour à l'oralité. C'est-à-dire qu'on va redemander, qu'une fois que toutes ces étapes automatiques soient passées, on se retrouve face à face et qu'on sélectionne les candidats comme ça, face à face. Monsieur l'huissier, si vous voulez bien faire venir Marie-Aimée Perron. Si l'IA devient un outil pour l'avocat susceptible de faciliter ses recherches juridiques, de rédaction ou d'automatisation des tâches, son usage présente des risques majeurs pour le justiciable qui ne permettront jamais à un algorithme, à une machine, de traiter un dossier et parler droit à la place de l'avocat. Risque en matière de déontologie, violation du secret professionnel, du devoir de prudence, de diligence, de transparence, d'indépendance, conflit d'intérêts, risques liés à la confidentialité, violation du secret des affaires, du secret de l'instruction et de l'enquête, risques liés à la protection des données personnelles, notamment risque RGPD, risques liés à la sécurité informatique, vulnérabilité face aux cyberattaques, de fiabilité par le biais des algorithmes, erreur, hallucination, il en a été question, de confusion de systèmes juridiques ou encore, tout simplement, de mise à jour des données. Et enfin, et pas des moindres, risque important, tout simplement, résultant de son absence de toute humanité. Ces risques sont d'autant plus importants qu'ils peuvent résulter d'une divulgation volontaire ou même involontaire des informations couvertes par le secret professionnel. Monsieur l'huissier, on va pouvoir faire entrer notre dernier témoin, Madame Raymonde Tout-le-Monde. Si j'ai bien compris, vous avez été confrontée à l'EXIA dans le cadre d'une procédure de divorce. Moi, je ne travaillais pas à l'époque parce que j'ai élevé les enfants. Et quand je suis arrivée au tribunal, et on m'a dit que c'était très, très, très long et qu'il valait mieux passer par Internet parce qu'on pouvait m'aider par Internet. Et que ce serait plus rapide. Il y avait des cases à cocher, plein de cases. Le jour où je me suis mariée, combien j'avais d'enfants, pourquoi je voulais divorcer. Il y avait plusieurs cas. Je sais pas, on ne m'a pas demandé où je dormais. Enfin, en fait, elle ne m'a rien posé de questions sur moi. Vous avez validé un document? Comment ça s'est passé? J'ai appuyé sur un document et j'ai reçu par mail un document. Ce qui était bien après, c'est qu'après, quand j'ai eu l'aide de l'État, après j'ai eu un avocat. Elle m'a conseillé, elle m'a posé des questions, elle m'a même dit que j'avais du courage. Et là, je me suis vraiment sentie aidée, soutenue. Et ça, c'était vraiment bien. Elle n'avait pas toujours toutes les réponses, mais au moins, elle m'a écoutée. Est-ce que vous pensez que la machine, à un moment donné, a compris ce que vous avez vécu? Mon grand-père, il est mort aujourd'hui, mais il était jardinier. Et lui, il disait, les machines, c'est bien. Mais par exemple, la tondeuse à gazon, elle sert pour tondre le gazon. Et il ne faut surtout pas lui demander de tailler les roses. La partie civile pour sa plaidoirie. Qui est soumis à des obligations déontologiques lourdes? Qui est soumis à un devoir de compétence? Qui est soumis au secret professionnel?
Qui est soumis à une obligation annuelle de formation continue? Qui a juré d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité? L'accusé aurait donné instantanément des réponses exactes à des justiciables, en sorte qu'elle serait plus compétente et plus efficace qu'un avocat. C'est faux. Si elle est exacte, c'est par accident. De la même façon qu'une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Et on vous en a parlé de ces hallucinations. Une IA générative, elle ne donne pas une réponse exacte. Elle donne une réponse probable compte tenu de sa base d'entraînement. Nous n'avons pas la moindre idée de l'endroit où sont traitées et peut-être conservées les données confiées à l'accusé. On vous l'a dit, notre troisième témoin, les données, elles sont analysées. D'un côté, les avocats soumis à un secret d'ordre public général, absolu et limité dans le temps, et de l'autre, aucune garantie. Oui, l'intelligence artificielle est un excellent outil lorsqu'il est mis en œuvre par une personne compétente, mais elle est un très mauvais substitut. Et c'est ça précisément qui lui est reproché. Elle a prétendu agir seule, en autonomie. Il y a presque 10 ans, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, il y a presque 10 ans, l'impensable s'est produit. Une intelligence artificielle, AlphaGo, a battu un champion de Go. Autour d'une table, 2 hommes se font face, séparés par un plateau de Go. L'un a 18 titres mondiaux, Lee Sedol. L'autre est l'exécutant d'un ordinateur. Une scène est saisissante. Lors de la première partie disputée, AlphaGo joue un coup étrange, incompréhensible. Et Lee Sedol, instinctivement, jette un regard vers l'être humain qui lui fait face pour essayer de comprendre l'intention derrière ce qu'il vient de faire. Mais l'être humain ne sait pas. Il ne comprend pas le coup qu'il vient de jouer. Il n'est qu'une interface entre l'intelligence artificielle et son adversaire. Que cette situation se reproduise dans une enceinte de justice, c'est inconcevable. Si l'on nous prive du sourcil qui se hausse, de la moue qui se dessine, du regard du juge que l'on perd alors qu'on cherche à le convaincre, c'est l'idée même de justice qu'on abandonne. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Nous avons donc face à nous une accusée virtuelle, mais des accusations bien réelles. Mais plaider, c'est pas seulement juxtaposer des arguments, c'est un art, c'est un souffle, c'est une voix qui tremble ou s'enflamme, c'est un regard qui se plante dans celui du jury. Plaider, c'est aussi savoir se taire au bon moment, et cela, Alexia ne le saura jamais. Elle a donc commis une usurpation, et non des moindres, celle de l'art oratoire, ce joyau fragile et vivant, confisqué aux avocats pour être remplacé par une machine. Imaginez Victor Hugo dictant Les Misérables à Word avec l'option style lyrique activée. Alors, au nom du ministère public, je serai clair contre Lexia, une condamnation symbolique, mais ferme, pour que jamais on n'oublie que si la justice s'écrit avec des lois, elle se vit avec des hommes et des femmes. Et si un jour, par impossible, Lexia devait plaider pour elle-même, qu'elle sache que je ne lui accordais pas la parole, sauf si elle apprend à rougir. Maître, vous avez la parole en défense. Nous parlons tous ici de la justice des hommes, par les hommes et pour les hommes. Et justement, c'est la contradiction dans laquelle vous êtes, Monsieur le Président. Nous accusons et jugeons en tant qu'hommes. Une abstraction, un système, une innovation, on nous a dit une machine, que nous avons créée. Et je plaide ici un argument de rupture pour reprendre ce qu'avait théorisé à l'époque Jacques Vergès. La question que je vous pose, qui êtes-vous, juge humain, pour faire un procès à une intelligence artificielle qui ne s'est pas créée toute seule, mais qui a été créée par l'humanité au nom de laquelle vous vous apprêtez à juger? Vous n'êtes pas légitime pour faire ce procès parce que nous sommes responsables, tous responsables, de cette intelligence artificielle. Et le créateur ne peut pas accuser ni juger la créature.
C'est la figure du golem qui échappe à son maître, l'être artificiel créé à partir de la matière inerte, l'humanoïde dépourvu de libre arbitre. Lexia n'a pas de volonté propre, elle est strictement ce que les hommes en font. Monsieur Benamou nous l'a bien expliqué au début de ce procès. Par conséquent, il n'y a pas d'élément intentionnel ou moral, tout ceci est absurde et creux, rien n'est caractérisé. Lexia, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Vous m'accusez de trop bien faire, ce que l'on vous a appris à mal faire. Vous m'avez rendu nécessaire. Aujourd'hui, vous voulez me déclarer indigne. Ce n'est pas moi que vous jugez, c'est le vide que vous avez laissé. Avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer, je dois vous donner lecture, mesdames et messieurs les jurés, de l'article 353 du Code de procédure pénale. Sous réserve de l'exigence de motivation des décisions, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Je vais demander au service d'ordre de faire disparaître Lexia. Je demande au service d'ordre de faire garder les issues de la chambre des délibérations dans laquelle nul ne pourra pénétrer sans mon autorisation. L'audience est suspendue. La Cour va donc pouvoir rendre son verdict. À la première question, l'accusée Lexia est-elle coupable d'avoir, du 15 janvier 2024 au 31 mai 2025, s'est rendue coupable de faits d'usurpation de plaider? La réponse est non. À la deuxième question, Lexia est-elle coupable de septembre 2024 à décembre 2024 de faits de complicité, de déshumanisation des décisions de justice? La réponse est non. À la troisième question, Lexia est-elle coupable de décembre 2023 à novembre 2024 de faits d'atteinte à la dignité professionnelle des avocats? La réponse est oui, à la majorité de voix prévue à l'article 359 du Code de procédure pénale. La Cour, sans désemparer, a alors statué sur l'application de la peine. La Cour, vous ayant déclaré coupable, prononce un ajournement avec probation pendant 1 an. L'obligation principale qui vous est imposée, c'est de soumettre tous les projets d'actes ou d'actions en justice à la validation d'un avocat inscrit au barreau et d'en rendre compte à chaque convocation qui vous sera adressée au juge de l'application des peines. L'ajournement avec probation étant d'une durée d'1 an maximale dans le Code de procédure pénale, le tribunal renvoie le dossier pour voir si vous avez bien respecté vos obligations, donc dans le délai impératif qui ne peut pas dépasser 1 an. Et donc la Cour, après en avoir délibéré, renvoie le dossier à la prochaine rentrée du barreau de Versailles, au plus tard le 25 septembre 2026. Vous avez bien compris, Lexia? Oui, Monsieur le Président. Très bien. L'audience est levée.